3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Michel Martinez est avec nous ce soir, chef économiste Europe de Société Générale CIB. Bonsoir Michel. Bonsoir. Merci d'être là. Merci à Frédéric Rollin d'être avec nous également ce soir en plateau. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Conseiller en stratégie d'investissement de Pictet Asset Management, et Nicolas Gottsman avec nous également ce soir en plateau. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. Vous êtes responsable de la stratégie macroéconomique de la financière de la Cité. On a eu pas mal de données macroéconomiques pour l'économie américaine, notamment cette semaine, avec en point d'orgue le rapport mensuel sur l'emploi qui a été publié en début d'après-midi. On a eu les enquêtes d'activité ISM pour le secteur manufacturier en début de semaine, pour le secteur des services. L'enquête est parue également cet après-midi. Est-ce que l'économie américaine offre encore un niveau d'activité suffisant, une résilience suffisante pour permettre à la Réserve fédérale américaine de continuer à normaliser, alors j'allais dire tranquillement, sereinement, au rythme en tout cas auquel elle l'a décidé, c'est-à-dire ce rythme de croisière pour au moins les 2 prochains meetings de 50 points de base, sans prendre de risques économiques ou de risques de marché trop importants? Je pense que l'essentiel, c'est de savoir d'où on part, quelle est vraiment la situation dans laquelle on est aujourd'hui, notamment celle du premier trimestre aux États-Unis. Et par rapport à ça, il y a eu un chiffre qui était quand même très intéressant la semaine dernière, qui a été publié jeudi par le BEA, qui était en fait la publication après celle du PIB, qui était celle du RNB, en fait en gros du GDI, c'est-à-dire en gros... Il faut expliquer Nicolas, parce que là on est déjà un peu perdu. Alors, BEA, c'est le bureau des statistiques de l'activité aux États-Unis. Alors on a le PIB est publié, et c'est celui qui fait la une des journaux, et le PIB est un calcul de la mesure de l'économie qui est fait par la voie des dépenses. Et on a le GDI, qui est le Gross Domestic Income, qui lui par contre est un calcul du PIB par la voie des revenus. Et en fait, entre les deux mesures, et donc celle qui a été publiée, il y a un écart qui est substantiel et qui est historiquement substantiel. En fait, l'écart en nominal, il est quasiment équivalent à 850 milliards de dollars, et en réel, il est à 650 milliards, ça fait 3-4 points de PIB. Ça fait quasiment 1 an, 2 ans de croissance de différence entre les deux mesures. Il y a 850 milliards, vous dites, c'est ça, différence entre les deux mesures de revenus là, qui apparaissent pas dans le PIB du premier trimestre. Alors, pour l'instant, c'est ça. Et alors, le Trésor, dans la foulée, dans la journée, a publié une note par rapport à ça, et en disant, effectivement, il y a un écart qui est substantiel, et on essaie de voir justement où est véritablement l'économie américaine, parce que si jamais le chiffre du GDI est juste, ça voudrait dire qu'on est même au-dessus de la tendance en termes réels, et on est au-dessus du potentiel, aussi bien en réel qu'en nominal, alors que si on regarde le PIB, on serait un petit peu en dessous de la tendance, et là, ça donnerait par contre moins de poids à la suite pour la Fed. Mais ce qui est important aussi, c'est de savoir donc laquelle mesure est la bonne. Et pour ça, le Trésor a publié donc cette note-là en disant, pour l'instant, de ce qu'on voit nous en termes de revenus fiscaux, en fait, on a quelque chose qui est plutôt calqué sur ce qui se passe sur le GDI. Et donc, on aurait effectivement une économie américaine qui est plus importante que celle du potentiel. Et si je regarde le nominal, on est quasiment 7% au-dessus, ce qui est absolument colossal. Donc, si effectivement le point de départ est celui-ci, la Fed est dans une situation, on va dire, plutôt confortable en se disant, voilà, pour l'instant, l'économie américaine est vraiment très, très robuste pour le moment. Il n'y a pas de risque, il peut y avoir un risque pour la suite, mais au moins le point de départ est extraordinairement élevé. Et si on regarde ensuite les autres mesures, notamment sur le niveau d'emploi, le marché de l'emploi américain aujourd'hui, on est quasiment à des niveaux de pression sur l'emploi qui sont équivalentes à celles qu'on avait dans les années 50. Il n'y a pas vraiment de précédent historique assez récent. Donc on va dire que tous ces indicateurs-là sont quand même effectivement bien au vert. Donc maintenant, toute la question n'est plus vraiment sur la croissance, parce que la croissance est déjà là. La question maintenant, c'est de savoir si, oui ou non, l'inflation va reculer suffisamment rapidement pour pouvoir éviter à la Fed d'envoyer le tout dans le décor, ou alors si l'inflation recule suffisamment vite, qui leur permettra de monter les taux à un niveau, on va dire à peu près sur le taux normal, mais sans aller envoyer l'économie dans le décor. Donc je disais, dans l'émission, on disait il y a une semaine, le vrai débat maintenant c'est la croissance. Vous dites non, c'est pas le débat. La croissance, elle est là. En tout cas, il n'y a plus d'éléments qui permettraient aux gens de la Fed de soutenir l'idée qu'il ne faut pas aller trop loin sur la hausse des taux par rapport au niveau de croissance. Ouais, je comprends. Là, vraiment, on est au-dessus partout. Ouais. Et comment on explique là cet écart entre... Alors, parce que je rappelle, le PIB, il est sorti quand même à... moins 1,4%, en rythme trimestriel annualisé, moins 0,4% en rythme trimestriel sur le premier trimestre aux États-Unis. Dans le détail du PIB, on voit bien qu'il y a, la question des inventaires, la question de la balance commerciale qui vient impacter ça, mais par contre, quand on regarde les composantes qui sont celles de la demande intérieure, ils sont extrêmement puissants. Consommation, investissement. De ce côté-là, il n'y a pas trop de problème. Et l'explication qui a été donnée pour le moment, c'est qu'apparemment, il y a soit une surestimation très importante des profits qui serait du côté du GDI, donc sur les revenus, mais pour l'instant, ce qui a été publié par Wall Street est plutôt en accord avec ce qui avait été publié. Les profits sont bons. Et donc la deuxième question, et là c'est vraiment effectivement assez important, c'est qu'il y aurait une sous-estimation très importante des capex des sociétés américaines. Et là, par contre, ça serait vraiment très positif pour la suite. Voilà. C'est une situation, comme on disait à l'époque, Goldilocks, là, pour la Fed.
En relatif par rapport à l'environnement qu'on connaît aujourd'hui. La situation idéale pour la Réserve fédérale américaine aujourd'hui, Michel ? Je ne sais pas si c'est idéal quand on a une inflation à 8%. mais Dans un environnement d'inflation à 8%, est-ce que c'est une situation idéale pour la Fed, là ? Non, mais moi, je partage le point de vue pour les États-Unis, mais aussi pour la plupart des pays avancés, qu'il n'y a pas de signe aujourd'hui qu'on va aller dans une récession imminente. Si ça arrive, c'est pas dans les prochains mois, même les prochains trimestres. Et donc, une fois et en particulier, je pense que pour revenir à des choses un peu plus basiques, pour moi, les choses les plus évidentes à regarder, c'est le marché du travail, les indicateurs qui montrent et les intentions d'embauche, et aussi les dépenses d'investissement. Donc là, il y a un appétit du côté des entreprises à investir et à embaucher. Et donc, une fois qu'on a dit ça, il reste l'inflation et le décalage entre les taux d'intérêt et l'inflation. Et ce décalage, il est énorme. Et donc, il faut remonter les taux. Et du côté de la Fed, il faut remonter les taux rapidement. Et la BCE va nous dire aussi probablement qu'il va falloir qu'elle commence. Et peut-être qu'elle devra aussi, comme la Fed, accélérer le pas. Ouais. On détaillera la situation en Europe, mais vous dites à ce stade, il n'y a pas de risque économique aux États-Unis qui justifierait que la Fed change de rythme, change de braquet, se mette en pause à la rentrée. Non, mais ça a été rappelé, les taux de marge, les taux de profit des entreprises sont à un plus haut historique. Ils ont légèrement baissé au premier trimestre quand on les rapporte au PIB par rapport au quatrième, mais depuis la Seconde Guerre mondiale, c'est les plus hauts niveaux. On a les plus hauts niveaux. Donc, et quand on fait un peu d'histoire du cycle économique, puisqu'on craint que ce choc inflationniste nous fasse tomber en récession, ce qu'on observe, c'est, à part l'épisode pandémique, c'est que c'est jamais le consommateur qui, en baissant sa consommation, déclenche une récession. C'est toujours l'élément déclencheur dans les cycles économiques classiques, c'est toujours les entreprises qui, voyant leur marge, le taux de marge baisser à des niveaux qu'elles jugent préoccupants, se mettent à couper dans la dépense, que ce soit l'investissement ou les embauches. Or, aujourd'hui, quand on regarde, si on fait confiance aux statistiques, mais aussi bien macro que micro, on a des taux de marge historiques. Alors, ça part, ils ne vont pas rester aussi hauts, ils vont baisser, en particulier parce qu'il y a de la masse salariale et puis il y a des conditions financières qui vont se détériorer. Mais ces marges-là, elles sont très élevées. Et donc, ça explique pourquoi on continue d'avoir un marché de l'emploi dynamique et qu'on continue d'avoir des dépenses d'investissement dynamiques. Et ça, ce sont des indicateurs fiables quand même pour la suite, parce que l'emploi en tant que tel, on le traite souvent comme un indicateur retardé, mais vous dites à travers les enquêtes et l'appétit d'embauche et l'appétit d'investissement, il y a quand même au moins pour un peu de visibilité là pour la suite. C'est vrai que c'est un indicateur retardé, ça réagit en retard par rapport au cycle. Mais en général, il y a quand même d'autres. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi tous les indicateurs de tension sur le marché du travail, les indicateurs de rapport au taux de chômage. Et là, tout le monde le marché du travail est très tendu. Mais ça, il est très tendu parce qu'en fait, on a une demande forte des entreprises. On a un excès de demande par rapport à l'offre. Les entreprises, c'est global, c'est très vrai dans le secteur manufacturier, mais c'est vrai aussi dans beaucoup d'activités services. Il y a une demande globale partout dans le monde qui est supérieure à l'offre. Voilà, donc il faut investir et recruter. Et donc en moyenne. Et la tech qui arrête d'embaucher, ou Tesla plus précisément, c'est l'actualité du jour qui dit j'arrête d'embaucher, c'est pas révélateur de la réalité. Je ne peux pas parler. Non, je sais que vous. Non, mais c'est ce qui fait les gros titres. On se dit, oulala, la tech arrête d'embaucher. Mince, ça y est, c'est le pic de l'emploi aux États-Unis est atteint. Tesla arrête d'embaucher. Moi, ce que je dis, c'est qu'en moyenne, sur l'ensemble des entreprises, on n'est pas dans la configuration que vous venez d'évoquer. Ouais. Bon. Commentaire sur ces premiers éléments macro, Frédéric. Est-ce que ça redonne un peu de calme d'ailleurs aux investisseurs? Il y a 10 jours, je me souviens, c'était les craintes sur la croissance qui l'emportaient. On a vu Jamie Dimon nous dire c'est l'ouragan qui arrive, attention. Tesla, Musk nous dit j'ai un super bad feeling sur l'économie. Non, mais c'est ce qui fait les gros titres des médias. Quand on est investisseur, on essaye de garder la tête froide. Elon Musk, il n'a pas toujours eu tort. Il a fait des belles choses. Non, mais c'est pour ça. Mais je suis bien d'accord avec vous. Ah non, mais
c'est une parole qui mérite d'être écoutée. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Et puis voilà, quand il dit qu'il risque de réduire de 10% ses effectifs, c'est quand même aussi une décision très directe. C'est 100 000 employés quasiment. Voilà, donc c'est quand même important. Non, l'économie américaine reste aujourd'hui forte. On a des PMI qui baissent drastiquement, mais qui restent sur des niveaux très élevés. Les entreprises continuent d'investir et les consommateurs ont perdu confiance, mais les chiffres de consommation ne sont pas si mauvais que ça. Ils arrivent à tirer dans l'épargne accumulée. Donc dans l'ensemble, ça se tient plutôt bien. On a une inflation qui est là et qui se résorbe quand même assez progressivement parce qu'on a des hausses de salaire quand même qui sont assez importantes. Donc pour nous, voilà, la Fed va faire ce qu'elle a dit. Comme on n'a pas d'accélération économique, on a plutôt eu quand même dans l'ensemble des déceptions, je pense que la Fed n'a pas de raison aujourd'hui de rajouter un discours qui était déjà quand même relativement brutal pour les marchés. Non, mais elle peut suivre son plan de marche. Pour nous, elle va suivre son plan de marche. Alors évidemment, elle va en septembre, ils disent on va regarder les données. Bah oui, elle les regarde tous les jours. Et évidemment, à la rentrée, ils vont peut-être faire un bilan de ce qui se passe et nous, je dirais, redonner une communication. Mais dans l'ensemble, on a quand même un environnement économique qui est en ralentissement notable, mais qui reste plutôt solide, et une inflation qui est toujours là. Donc la Fed a tous les moyens aujourd'hui, enfin toutes les cartes en main pour réagir. Nous, l'inquiétude qu'on a, c'est finalement sur les marchés, c'est pas tellement celui d'une récession économique, c'est qu'à un moment donné, quid des marges des entreprises? C'est-à-dire si l'inflation doit baisser, mais les salaires doivent continuer de monter, et parce que l'emploi est fort et que les matières premières montent, il y a un moment donné où quelqu'un doit prendre l'effet de ciseau, et c'est les marges. Et justement, il suffit peut-être d'une hausse des taux. On a quand même aussi le poids de la hausse des taux, le poids des commodities, le poids des hausses de salaire. Il faut que les entreprises ne montent pas trop leurs prix. La Fed souhaite casser ça. À un moment donné, on risque d'avoir quand même des pincements sur les marges. On a commencé un peu à en avoir sur des niveaux records. Alors c'est vrai que les marges aux États-Unis ne font qu'augmenter. Donc on peut se dire, bon voilà, c'est la tendance. Mais quand même, on voit que quand il y a un ralentissement économique, elles ont tendance à être sous pression. Donc pour nous, attention, si on a confirmation de ce qu'on pense, une baisse des marges, à ce moment-là, effectivement, on peut avoir un retournement économique aux États-Unis, parce qu'à ce moment-là, les entreprises vont peut-être vouloir les reconstituer en débauchant. Mais c'est trop tôt. Voilà. Donc pour nous, aujourd'hui, une Fed qui va continuer de resserrer sa politique monétaire, mais qui va, compte tenu d'une perte de confiance des consommateurs, qui ne va pas en remettre tout de suite. Avant que la baisse éventuelle des marges et des profits des entreprises ne conduise à un ralentissement ou un retournement économique, ça reste un sujet en revanche pour les marchés, ça reste un risque de marché qui n'est pas encore totalement bien intégré par alors les aujourd'hui, investisseurs. quand on voit, les investisseurs, je ne sais pas, les marchés ont quand même pas mal baissé, mais peut-être pas. Parce que on a eu quand même énormément de mauvaises nouvelles pour que les marchés qui justifient une baisse. Mais quand on regarde le consensus, alors nous on regarde à IBES, il y a peut-être d'autres, FactSet, mais en fait en général, les analyses continuent de voir donc une augmentation des profits, et puis surtout une augmentation des marges. Et nous, on se pose la question, est-ce que finalement, parce qu'ils suivent l'augmentation tendancielle, et puis peut-être ils parlent à des entreprises qui ont des nouveaux produits, des choses très intéressantes à raconter. Mais quand on voit l'évolution des marges en règle générale, après 2000, pendant les récessions en 2020, elles ont plutôt tendance à baisser. Donc pour nous, probablement, une révision à la baisse des profits, peut-être par les marges, donc peut-être encore un petit peu de fragilité sur les marchés. Quand le ralentissement économique sera arrivé, c'est peut-être le moment où justement il faudra se dire, la Fed va arrêter et puis recommencer à acheter. Mais pour nous, il y a encore un peu de pression là-dessus. Qu'il faut évacuer sur l'inflation. Voilà, parce qu'à un moment donné, il faut arrêter l'inflation, on ne peut pas monter ses prix, et pourtant on a des intrants qui augmentent. Voilà. Si ce n'est pas le risque économique en tant que tel qui est un problème pour la Fed, est-ce que ça peut être le risque de marché à la rentrée, tout le monde se donne rendez-vous en septembre, tout le monde semble considérer que ce sera un point de rendez-vous important entre la Fed et les marchés. Après 2 fois 50 points de base supplémentaires, peut-être 50 points de base encore en septembre. Le risque marché, déjà je pense que la Fed est absolument ravie depuis le début de l'année de voir que le marché baisse et qu'elle peut prouver à tout le monde qu'elle ne réagit pas alors que le marché baisse. Y compris le marché immobilier. Alors,
Marché, oui, alors c'est marché. Oui, pour l'instant, c'est quand même aussi, ça fait partie de l'objectif. Donc, pour l'instant, c'est pas trop un problème. Je pense que le seul moyen de faire réagir la Fed, ça serait un écroulement des taux à 10 ans. Si jamais les taux à 10 ans repartent à la baisse, signe que la croissance commence à être mise à risque pour la suite, là, il y a une question se pose. Mais aussi longtemps que le marché baisse, ce qui s'est passé la première partie de l'année, le marché baissé avec une hausse des taux, en fait, pour la Fed, c'est absolument fantastique. Ce qu'on voit aujourd'hui, hein. Voilà, il y a 10 jours, c'était un peu différent. On voyait les taux rebaisser fortement, les actions chutaient également. C'est exactement le moment où on commençait effectivement à avoir des craintes sur le niveau de croissance. Exactement. Et c'était à ce moment-là, effectivement, on a vu ce décrochage, et là, effectivement, il y avait des doutes, et il y avait des chiffres, notamment sur le dernier chiffre de l'emploi, celui du mois d'avril, on voyait qu'il y avait, sur la première enquête auprès des ménages, là, on avait une baisse, et l'enquête auprès des entreprises, il y avait une hausse. Donc, il commençait à y avoir un doute par rapport à ça. Ensuite, il y avait le discours de Christopher Waller qui montrait notamment avec le niveau de révision à la fin de l'année 2021. En fait, les premières publications des chiffres de l'emploi en fait, nous donnaient pour les derniers mois de l'année 1,4 million de créations d'emplois. Et en fait, on est sorti à 2,8 millions. Donc, il montrait qu'il y avait des problèmes statistiques qui étaient quand même assez importants. Et donc, est-ce qu'on est, oui ou non, capable de mesurer un retournement ? On ne sait pas vraiment. C'est comme en 2008, on a mis beaucoup de temps à comprendre à quel point, quand était le moment de la récession. On était déjà en récession dès la fin 2007. Hein. Voilà. Ouais. Et donc c'est difficile de mesurer un retournement. Et donc cette crainte-là, elle existe effectivement, mais je pense que maintenant la question principale pour la suite, et là, Brennard l'a répété hier, c'est-à-dire c'est le PCE qui compte, c'est pas le CPI, c'est le PCE Core. Donc l'autre mesure d'inflation, celle que la Fed privilégie. Préférée par la Fed et qui est plus juste, parce que la façon de construire l'indice fait quelque chose qui est plus juste, c'est-à-dire qu'elle est beaucoup plus liée à la consommation réelle des gens, alors que le CPI, c'est quelque chose qui est très fixe dans le temps et qui dure pendant une période de 2 ans. Il n'y a pas de l'ajustement. Lorsque quelqu'un achète des choses qui sont trop chères, il ne peut pas acheter quelque chose d'autre à la place. Donc ça, c'est pris en compte dans le PCE et c'est pas pris en compte dans le CPI. Et pour le moment, les 3 derniers mois, on a eu 0,3 de progression mensuelle. Si ça continue de baisser, ce sera très bien, sauf que les prévisions pour le moment qui sont faites, notamment par celle de la Fed de Cleveland, qui sont quand même assez bien, prévoient pour les 2 prochains mois 0,4 et 0,4. Ce qui explique aussi pourquoi Brennard disait hier qu'il y avait peu de chances qu'ils puissent faire une pause en septembre ou que ce soit, ils sont plutôt axés sur cette pente-là. Évidemment, donc si on a des PCE Core mensuels qui sortent en dessous de 0,3 pour les 2 prochains mois, peut-être que ça sera effectivement là, par contre, le truc absolument parfait, une économie très très forte et une inflation qui commence à baisser par elle-même. Alors là, ça serait vraiment le scénario formidable. L'équilibre parfait, quoi. Voilà, exactement. Par contre, si les chiffres sortent un peu plus forts, ça va être, ils vont devoir continuer ce rythme-là de hausse des taux. C'est quoi? C'est un idéal atteignable, Michel? Je ne sais pas, j'ai envie de dire, il y a beaucoup de paramètres qu'on ne maîtrise pas beaucoup, tant du côté des prix de l'énergie. Mais je pense que la situation actuelle aujourd'hui, je l'ai rappelé tout à l'heure, c'est qu'il y a un excès de demande sur l'offre qui est globale, sur les biens en particulier. Et donc, à mon sens, il n'y a pas de raison d'envisager dans les prochains mois, les quelques trimestres qui suivent, une décélération majeure de l'inflation, de cette composante de l'inflation domestique sous-jacente. Et du côté des services, là, il y a aussi des effets d'attrapage. On voit bien du côté des prix du tourisme, du voyage. Mais aux États-Unis, il y a une composante qui est assez robuste. Les vols domestiques. Oui, et puis il y a aussi une autre composante qui est les prix des loyers. Ah oui. Qui, elle, reflète ce qui se passe du côté du marché du travail. Donc, il y a, nous, notre sentiment, oui, c'est qu'il y a un pic d'inflation. Aux États-Unis, on l'a passé. En Europe, on va le passer probablement en septembre. Mais après, ça va coller, quoi. Ça va revenir doucement. Ouais. On ne va pas revenir à 2 en 6 mois quand on est à 8. Voilà, donc, ça veut dire du côté des banques centrales, l'horizon auquel on peut commencer à respirer, il est lointain. Oui. Le marché aux États-Unis, d'ailleurs, commence à anticiper majoritairement une hausse de taux de 50 points de base à nouveau en septembre, après les 2 prochaines de juin et de juillet. Le marché, comme la Fed, nous signale qu'ils vont remonter les taux directeurs. Là, ils sont entre 0,75 et 1. Ils vont les remonter jusqu'à 3 en début 2023. Vous l'avez laissé entendre tout à l'heure, Michel, en disant que pour les économies développées, vous ne voyiez pas de récession
ni cette année, ni même peut-être l'année prochaine. Ça englobe donc la zone euro. Est-ce que ce qu'on est en train de décrire de l'économie américaine, oui, c'est un guide, un espoir même peut-être pour la zone euro dans les prochains... Parce qu'on a l'impression que la réalité est quand même beaucoup plus dure. Alors peut-être vue de chez nous avec nos biais et notre prisme d'Européens, mais on a l'impression que la situation est plus dure. Il y a beaucoup de similarités, il y a des décalages, mais je veux dire, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un choc inflationniste sans précédent. Et en Europe, on rajoute en plus l'incertitude liée à la guerre qui touche probablement beaucoup moins les agents économiques américains. Mais il y a des similitudes. En fait, il y a d'une part la situation des entreprises. On l'a évoqué pour les États-Unis, mais c'est la même en Europe. On a des taux de marge qui sont les plus élevés depuis que les statistiques existent en zone euro, et probablement depuis 30 ou 40 ans. Et on a une situation d'endettement qui est contrôlée. Quand on regarde dans les taux d'endettement, ils sont moindres aujourd'hui, net des dépôts, qu'avant la pandémie. Et ça touche quasiment tous les secteurs. Alors bien sûr, l'agriculture, l'industrie, mais ça touche tous les secteurs. Et puis, la situation, c'est que quand on regarde les enquêtes, on parlait des PMI, les entreprises ont une capacité de fixer les prix, pricing power, qui semble forte. Donc voilà, elles sont capables de passer toutes les hausses de prix des inputs, des entrants, dans les prix à leurs clients. Donc ça, cette configuration exceptionnelle, elle va pas, je suis d'accord, elle va pas durer éternellement. Un jour, les marges vont baisser, et ça va se retourner, et les entreprises devront couper, mais c'est probablement pas dans les prochains trimestres. Et donc on a ces agents économiques, les entreprises c'est une moyenne, sont très solides. Et c'est pas juste les boîtes cotées, là on parle vraiment macroéconomiquement de la vision agrégée des taux de profit. Les comptes statistiques nationaux. Et après, il y a la question des consommateurs. C'est vrai, il y a un choc inflationniste majeur, et donc la question de savoir, c'est est-ce qu'il ne va pas couper ses dépenses rapidement. Alors, ça, comme je l'ai dit, ça n'entraînerait probablement pas une récession, mais ça pourrait entraîner une croissance relativement faible, parce que c'est quand même 60-70% du PIB. Voire négative, on l'a vu avec la révision de la croissance française au premier trimestre. Voilà, oui, ça peut arriver. Il peut y avoir un trimestre. Oui. Il peut y avoir un trimestre comme ça. C'est pas ce qui fait une récession. C'est pas ce qui fait une récession. Et je rappelle qu'en zone euro, la croissance a été de 0,3 au quatrième trimestre et 0,3 au premier trimestre. Elle va probablement être très fortement révisée à la hausse pour le premier trimestre. Mais alors, pour revenir, donc c'est des taux de croissance en moyenne très corrects, qui sont au-dessus du potentiel. Mais pour le consommateur, européen, on a probablement des mêmes effets qu'on a évoqués, qui ont été évoqués à l'instant. Une résistance un peu moindre que le consommateur américain, mais qui est là. Alors, le premier phénomène, c'est effectivement l'excès d'épargne accumulée, qui est moindre qu'aux États-Unis, mais qui est présente. Et il y a un deuxième facteur qui a été évoqué aussi, qui est le fait qu'il y a aussi une courbe en U qui du côté des revenus des employés. On a tous en tête la courbe en U. La bosse d'inflation, c'est ça. Mais elle existe aussi sur les salaires. Alors, vous mentionnez à l'instant la révision des comptes nationaux français, lundi ou mardi, donc moins 0,1. Moi, je regarde, on avait aussi les détails des comptes d'agents, et on a une croissance du SMPT, le revenu par tête, de 6,9%. Beaucoup plus. Donc par tête, par unité de consommation, il n'y a pas de perte de pouvoir d'achat. Et si vous rajoutez la croissance de l'emploi, qui est 2,5%, on a une croissance du poste des revenus qui est beaucoup plus élevée que l'inflation. Mais comment on explique alors que la consommation domestique soit moins 1,5, moins 1,6 là sur le premier trimestre ? Il y a beaucoup de facteurs. En particulier, il ne faut pas oublier on a eu des restrictions sanitaires et que quand vous regardez dans les dépenses pour la France, le poste hôtellerie-restauration, il a baissé de près de 10% sur le trimestre. Et là, il va remonter d'autant au second trimestre. Ça, on est quasiment sûr. Bref, voilà, il y a des éléments qui permettent, qu'on ne peut pas extrapoler indéfiniment, mais il y a des éléments qui permettent, du côté des employés,
d'atténuer une bonne partie du choc économique. Alors, j'ai mentionné les 6,9% de hausse de la rémunération totale. Ah, c'est pas le salaire mensuel de base, le salaire fixe. Non. C'est parce qu'en fait, il y a un volume d'heures travaillées supplémentaire, mais bien sûr. Et des primes plus élevées. Ouais. Sachant que l'an dernier, on avait encore une économie qui était restreinte par la pandémie. Elle est de moins en moins restreinte. Donc, le volume d'heures travaillées augmente. Donc, la rémunération augmente. Et en plus, il y a des effets. Les primes ont été faibles en 2020-2021. Elles commencent à remonter. Et quand on fait tout ça, et on le voit dans tous les pays, ce que je mentionne, le fait qu'il y a une accélération salariale qui est assez forte, qui n'est pas très loin de l'inflation. On le voit aux États-Unis, on le voit au Royaume-Uni, on le voit en Europe. Et donc, in fine, et en plus, en Europe, si on rajoute du pouvoir d'achat par des mesures fiscales, finalement, la baisse du revenu disponible cette année va être faible. Mais en France, on pourrait même avoir une croissance du revenu disponible, moyen. Alors, je parle de moyenne, on a toujours, bien évidemment, les populations les plus vulnérables qui elles... Mais c'est pas dit qu'il y ait des pertes de pouvoir d'achat cette année en France. Non, c'est pas, ça va dépendre de... Oui, des packages, oui, bien sûr, du package pouvoir d'achat. Et son étalement dans le temps, mais... Frédéric, si on en vient au plan de l'investissement, là, États-Unis, Europe, et vous le disiez, les marchés ont déjà pas mal baissé. Quelle est la balance des risques aujourd'hui ? Sur les profits, il y a encore quand même une interrogation, vous le disiez. Oui, nous, on va être plutôt prudents, surtout à cause des actions américaines, en fait, essentiellement, qui sont quand même encore aujourd'hui sur des niveaux de valorisation supérieurs à leur moyenne historique, alors même quand même qu'on a une Fed qui resserre sa politique monétaire. Je pense que les espoirs de l'avoir changé de discours après les petites phrases de Bostic, par exemple, nous paraissent assez faibles. Bon, il ne faut pas en plus. La Fed va continuer son chemin. On a quand même des hausses de salaires assez importantes. Il va falloir resserrer la politique monétaire. Et puis, d'un autre côté, une économie qui ralentit et des marges qui sont sous pression. Donc, tout ça nous semble dire, du côté de la Fed, peut-être moins de pression, mais la même, je dirais. Et puis, du côté de l'économie et des marges des entreprises, ça pourrait se passer un peu moins bien. En Europe, beaucoup moins de risques pour nous. Déjà, les valorisations sont beaucoup plus modestes. On a des primes de risque par rapport aux obligations qui restent encore élevées, parce que, on a eu un krach obligataire aux États-Unis et une correction action. En Europe, les obligations ont beaucoup moins souffert. Donc, il y a des rendements actions par rapport aux obligations qui sont plus intéressants. Et puis, une BCE qui va être un petit peu plus sévère. Il n'y a aucune raison de maintenir une politique monétaire avec des taux négatifs, alors qu'on a une inflation qui a explosé et puis une croissance qui est là. C'est une absurdité. En plus, on commence à s'inquiéter un petit peu du niveau de l'euro, qui finalement fait qu'on importe de l'inflation. Donc, au total, un resserrement monétaire, mais... il y a des primes, resserrement etc. monétaire, c'est quoi resserrement ? C'est juste l'idée de sortir des mesures d'exception, c'est neutraliser la politique monétaire, c'est resserrer la politique monétaire, sur cette année, on peut avoir 3 hausses des taux de 0,25. On est un petit peu au-dessus de 0. Je pense que en Europe, probablement, c'est une hypothèse, mais probablement pas des effets de second tour, quand même probablement modestes. On a essentiellement une inflation aujourd'hui alimentaire et sur les prix de l'énergie, sur lesquels la BCE ne peut pas faire grand-chose. Des hausses de salaire. Alors, il y a peut-être des prix, mais c'est quelque chose qui est peut-être temporaire, des hausses de salaire qui ont même, je regardais tout à l'heure, qui sont sur les mois derniers à peu près dans la moyenne des 3 ans. Donc pas aujourd'hui une pression si forte avec un taux de chômage qui reste élevé en Europe, moins élevé qu'auparavant, mais encore élevé. Donc je ne pense pas que la BCE soit fondée d'être très très inquiète sur une persistance de l'inflation. Donc après tout, maintenir une politique encore relativement accommodante, mais un peu moins, ça nous paraît correct. Si la fenêtre de tir, c'est maintenant pour la BCE, et visiblement, tout le monde est à peu près d'accord sur cette idée. Je vois déjà tiquer. Oui, parce que si tout le monde était d'accord, c'est le 9 juin qu'il faudrait monter les taux en zone euro. Pourquoi attendre encore 6 semaines de plus ? C'est ça. Je trouve ça. Le déroulé de l'année, il est assez fascinant, je trouve, à la BCE. C'est qu'on a terminé l'année avec l'idée de la patience et avec Christine Lagarde qui disait que c'était très improbable qu'on monte les taux en 2022. Et dès le mois de janvier, donc on a
Joachim Nagel qui a pris un peu la main. C'était intéressant, il y avait un papier qui avait été publié par l'Homme-FIF à ce moment-là qui montrait qu'il y avait une volonté de sa part, en gros, de créer une nouvelle majorité pour en finir avec la politique qui était considérée comme trop accommodante de la part de la BCE et de changer vraiment cette majorité-là. Au fil des mois, il y est parvenu. Et en fait, il a réussi à rallier à lui et à sa position la majorité des membres, notamment effectivement avec la hausse de l'inflation. Mais ce qui est intéressant, je trouve, c'est que les arguments qui avaient été développés et par Lagarde ou par Pagnetta à la fin de l'année dernière, en fait, sont toujours valables aujourd'hui. Et ce qui est intéressant, c'est que si vous c'est quoi, les 50% de l'inflation sont liés à l'énergie la BCE, elle doit travailler sur l'inflation. Enfin, le HICP, c'est sa mesure. Mais si vous regardez la trajectoire nominale de la croissance nominale européenne par rapport à décembre dernier, en fait, il n'y a pas d'évolution. Elle n'est pas plus importante qu'elle ne devait l'être en décembre dernier. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que vous avez d'une part, effectivement, une BCE qui change conjoncturellement par rapport à la situation, mais elle est en train de changer structurellement. Ah oui, politiquement, oui, bien sûr. Oui, complètement. Oui. Et donc là, il y a une approche. Un nouveau logiciel. Voilà, un nouveau logiciel qui est en train de se mettre en place. On voit qu'il y a certains membres, notamment Philippe Lane, qui essayent de donner quelques arguments contraires tout en disant qu'il est d'accord avec ce qui n'a d'ailleurs aucun sens. Hein. La présentation qu'il a fait il y a 2 jours, entre les arguments qu'il avance et dire qu'il est d'accord avec resserrer les taux, il a capitulé, Philippe Lane. C'est ça. Pagnetta, c'est exactement la même chose, que lui est un peu plus virulent, mais par contre, les autres déroulent leur agenda, et donc effectivement, on est parti ça. Mais ce qui est très différent des États-Unis, parce qu'encore une fois, l'économie européenne, pour le moment, elle est inférieure à sa tendance de croissance en réel de 4 à 5% et en nominal à 2%, ce qui n'est pas du tout la même situation que les États-Unis. Et donc, dans ces conditions-là, en ayant en même temps des PMI qui sont en train de se retourner avec des ventes au détail. Alors ça, c'est quand même assez fascinant. Si vous regardez les ventes au détail en nominal en Allemagne et aux États-Unis, j'ai regardé, vous avez une évolution absolument identique entre 2019 en gros et novembre 2020. Avec le choc pandémique. Ouais. Depuis novembre 2020, en nominal, j'ai moins 5% pour l'Allemagne et j'ai plus 22% aux États-Unis. Ce qui vous donne un peu une idée du profil de consommation qui se passe en ce moment. Alors, en Allemagne, c'est pas ça n'a jamais été des gros consommateurs. Non, mais la trajectoire précédente était quasiment équivalente. D'accord. Donc, c'est ça qui est quand même assez intéressant. Ouais. Et on voit que dans la majorité des pays de la zone euro, pour l'instant, les ventes au détail baissent. Évidemment, ce n'est pas l'indicateur phare, évidemment, de tout l'ensemble. Mais il y a un risque qui existe. On a un risque aujourd'hui. On n'est pas au potentiel. Et on est beaucoup plus vulnérable que les États-Unis sur la croissance. Et la BCE choisit de monter ses taux. Moi, c'est difficile de ne pas se rappeler ce qu'ils ont fait en 2011 et ce qu'ils ont fait. Vous pensez que ça reste une erreur ? Même de ramener le taux de dépôt à zéro, parce que ça gêne quand même beaucoup de monde, y compris des banquiers centraux qui ne sont pas non plus des faucons absolus. Je comprends très bien qu'ils soient gênés, qu'ils veuillent en finir avec cette politique accommodante. Je trouve ça mal avisé de faire ça maintenant. Surtout qu'on n'est encore une fois pas revenu au niveau de croissance en tendance, ni en nominal, ni en réel, et que donc si vous n'êtes pas au-dessus de la tendance en nominal, c'est pas la responsabilité de la Banque centrale l'inflation qu'il y a aujourd'hui, et c'est pas la responsabilité de la demande européenne, c'est pas elle qui cause l'inflation, et du coup qu'est-ce qu'ils vont faire en essayant de resserrer ? Ils vont simplement essayer de compenser une inflation qui est importée en détruisant ce qu'il y aurait pu avoir sur les salaires et sur la consommation européenne. Bah oui, mais la question de la monnaie aussi, oui, c'est quand même un... Oui, mais c'est pas leur objectif. C'est pas leur objectif, mais c'est... Oui. Bon. Oui, alors, moi, il y a un débat, Michel. Oui, pourquoi elle ne montera pas ses taux la semaine prochaine ? S'il y a tellement urgence à écouter les membres... Nous, on a une vue complètement différente. Ouais. On est d'accord sur le fait que la communication de la BCE manque de clarté. De substance, même. Oui, ils ont des problèmes avec le guidage de politique monétaire. La forward guidance, c'est pas clair. Ils sont capables d'en changer d'avis. Donc, il y a plusieurs avis. Donc, c'est difficile de suivre, de comprendre. Mais notre vision sur la zone euro, elle est différente. On pense qu'on est au potentiel et que le marché du travail n'a jamais été aussi tendu de toute l'histoire de la zone euro. Et même, par exemple, si on prend le cas de beaucoup de pays, depuis 40 ans. Et que le risque de voir les salaires accélérer est réel aujourd'hui. Voilà. C'est plus une utopie. Et alors, je citais des chiffres tout à l'heure pour les rémunérations totales. Donc, ce n'est pas uniquement les rémunérations fixes, mais on a quand même des signaux que les rémunérations fixes, là, sont en train de réaccélérer sérieusement. Parce que les rémunérations fixes, donc hors horaire et bonus et primes, c'était grosso modo 1,5, 1,6 par an dans tous les pays depuis 10 ans. Maintenant, on est à 2,4, 2,5 partout, quoi. Donc, c'est un petit changement. Et surtout, je veux dire, il faut regarder la courbe. Vous aviez un encéphalogramme
plat des salaires comme de l'inflation sous-jacente. L'inflation sous-jacente à 1 et un salaire fixe à 1,5, 1,6, on va dire, pendant 10 ans avant la pandémie. Là, il n'y a plus d'enseignement. Là, s'il y a un nouvel enseignement plat, il va être beaucoup plus élevé. Donc oui, mais voilà. Donc c'est si on parle de cette vue que il y a des tensions sur l'appareil productif et donc on est au potentiel. Et qu'il y a au point qu'il y a des tensions salariales. Donc là, oui, il faut agir. Et alors, il a été mentionné le fait qu'il y a une bonne partie de l'inflation qu'a priori la BCE ne contrôle pas, l'énergie et l'alimentation. J'ai envie de dire, si effectivement ce choc-là, on était sûr qu'il était temporaire. Alors oui, la théorie dit que c'est juste un ajustement temporaire des prix narratifs, faut pas ajuster. Mais là, je crois qu'il y a beaucoup d'éléments qui font penser que les prix de l'énergie vont rester durablement plus élevés. Donc c'est une déformation non temporaire mais structurelle des prix relatifs, en particulier à cause des politiques de changement de politique de lutte contre le changement climatique, ce qu'on appelle la greenflation. Et puis, donc voilà, Ouais, mis bout à bout, ça justifie pour vous une normalisation. Oui, et quand vous dites après, normalisation, c'est le taux neutre, quoi. C'est pas juste sortir des taux de dépôt négatifs. Ça a été évoqué, voilà, c'était l'argument dont j'essayais de me souvenir. C'était a priori, la BCE n'a pas de contrôle sur ses prix importés, sauf qu'elle a un contrôle sur la devise. Ah, oui. Un contrôle, et que si l'euro était à 1,25, qui est une des mesures traditionnelles de... Le prix de l'essence ne serait pas à 2 €. Voilà, il ne serait pas à 2 €, il serait à 1,75 ou à 1,60. Donc c'est pas... oui, je trouve que c'est... Quand Christine Lagarde avait dit on ne contrôle pas les prix d'énergie, je disais si, un peu quand même. C'était via la devise. Ils ont commenté la devise ces dernières semaines. Les politiques de désinflation dans les années 80-90, elles ont été faites via la devise. Ouais. Il y a eu des messages envoyés sur le niveau effectivement de l'euro quand même ces dernières semaines. Sur le pétrole, je ne sais pas, ça a été quand même le fait marquant des dernières heures là aussi, l'idée qu'il y a alors déjà peut-être un réchauffement entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite. Joe Biden devrait rencontrer prochainement MBS. Et puis l'idée que l'Arabie Saoudite peut, ou en tout cas promet, compenser toute perte de production venant de la Russie, qui pour l'instant reste d'ailleurs dans le cartel, ou en tout cas à la périphérie du cartel, l'OPEP+, comme on l'appelle aujourd'hui. Est-ce que ça peut avoir une action un peu durable sur les prix du pétrole ou pas ? Oui, enfin, c'est vraiment un point important. C'est-à-dire quand on regarde aujourd'hui la demande, uniquement la demande, en fait, on a sur un an quasiment pas de hausse des prix du pétrole. Donc on pourrait avoir une baisse assez significative des prix du pétrole si on regarde juste l'état de l'économie. Donc la hausse des prix du pétrole, c'est aujourd'hui essentiellement un problème d'offre. Donc l'Iran, ça va être difficile de les mettre véritablement dans un accord. On a vu à quel point ça a été difficile auparavant, puis en plus l'accord a été complètement déchiré par Donald Trump. Donc je pense que il y a peut-être un petit peu de difficulté. Le pétrole de schiste américain, ça progresse pas beaucoup. C'est même assez décevant. Il y a des problèmes de productivité. Il paraît-il notamment une difficulté à s'équiper en pièces détachées, tout simplement pour faire des nouveaux forages. Donc on se tourne vers l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite reste quand même probablement encore aujourd'hui. Alors on peut peut-être se poser des questions géopolitiques majeures, mais semblerait-il, en tout cas jusqu'à, je n'ai pas envie de dire jusqu'à nouvel ordre, mais en tout cas jusqu'à nouvelle, plutôt assez proche des États-Unis. Et donc ça va être assez important. Effectivement, comment est-ce qu'on va arriver à réduire, surtout en Europe, notre dépendance au pétrole russe? On cherche. On a peut-être trouvé une partie, en tout cas, des barils qui vont nous manquer. On reste quand même sur des niveaux pas loin de $120 pour le Brent. C'est pas une détente vous avez quand même spectaculaire pour l'instant. Un des tout premiers producteurs mondiaux qui est en guerre
contre une très bonne partie de la planète. Et donc, effectivement, c'est un coût massif. S'ils le veulent ou si les États-Unis leur demandent, l'Arabie Saoudite, elle a moyen de détendre un peu le marché pétrolier. C'est un peu une inconnue, c'est la capacité de production supplémentaire des Saoudiens, c'est un peu une inconnue. Ouais. Mais en tout cas, c'est important. C'est pas le chiffre qui a été annoncé, parce que là, en fait, ce qu'ils ont annoncé, c'est en gros de faire ce qui était prévu pour 3 mois, ils vont le faire en 2 mois. Et pour l'instant, c'est pas grand-chose, mais bon, c'est toujours ça. Ce qui est important, effectivement, c'est que ça libère maintenant éventuellement soit une rencontre, parce que Biden doit aller au Moyen-Orient, et qu'une visite à MBS était exclue pour le moment. Maintenant, ça devient effectivement une possibilité. Donc là, ça devient intéressant, parce que le Biden avait quand même dit que c'était un paria. Un État paria. Là, on a une possibilité de rapprochement, ce qui serait intéressant, et de voir effectivement que ça se passe au moment, enfin dire à l'automne, on va voir les élections, avec sans doute une majorité républicaine. Les Saoudiens préfèrent quand même avoir une majorité républicaine que démocrate. Et donc, il y a une possibilité, en tout cas, une ouverture de fenêtre pour quelque chose qui soit un peu plus substantiel, en tout cas. Mais ça va être compliqué parce que MBS était impliqué personnellement pour la création du format OPEP+. Donc, le fait d'avoir ramené la Russie pour justement contrôler le marché mondial, c'est quand même un peu de son fait et il en était très fier. Et maintenant, la question de devoir renoncer à ça, je pense qu'effectivement, le prix à payer pour les Américains risque d'être assez élevé. Bon, on suivra ça. Merci beaucoup, messieurs. On s'arrête là pour ce soir. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché. Nicolas Gottsman, je le rappelle, responsable de la stratégie macroéconomique de la financière de la Cité. Frédéric Rollin, conseiller en stratégie d'investissement de Pictet Asset Management. Et Michel Martinez, chef économiste Europe de Société Générale CIB.